Mercredi 21 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Ouvrant ce journal par les actualités météorologiques, la force du cyclone Evetse a diminué et les vents violents l'accompagnant se situent actuellement en mer selon les informations communiquées par le service météorologique à 10 h ce matin. Le cyclone apporte des pluies continues dans la partie sud de l'île. Une alerte rouge a été émise pour les districts d'Ampani, Belou et Tsioumbé. On prévoit que le reste des nuages associés à Evetse se dissipera sur les terres dans la nuit ou demain matin. Et justement, restons dans ce cadre. À Madagascar, la saison cyclonique expose régulièrement la population à de graves risques. Lorsque l'alerte rouge est déclenchée par les autorités, cela signifie que le danger est imminent et que des mesures strictes doivent être respectées pour préserver les vies humaines. Rappelons dans ce reportage les gestes à faire avec Ruth Christelle Rakout Malal. En cas d'alerte rouge cyclonique, les déplacements sont formellement interdits, sauf en cas d'extrême urgence. Les citoyens sont invités à rester à l'intérieur de leur habitation, loin des fenêtres et des ouvertures, afin d'éviter les blessures causées par les vents violents ou les débris projetés. Il est fortement recommandé de sécuriser les maisons en fermant les portes et volets, de renforcer les toitures si possible, et de mettre à l'abri les objets susceptibles d'être emportés par le vent. Les habitants des zones inondables ou à risque de glissement de terrain doivent se préparer à évacuer chez leur famille ou vers les sites d'hébergement d'urgence indiqués par les autorités locales. Les services de protection civile conseillent également de constituer un kit de survie comprenant de l'eau potable, des vivres non périssables, une lampe torche, des piles, une radio, des médicaments essentiels et des documents importants placés dans une pochette étanche. Pendant toute la durée de l'alerte rouge, il est impératif de respecter les consignes diffusées par les autorités à travers les médias et les canaux officiels, et de ne pas relayer de fausses informations susceptibles de créer la panique. La vigilance reste de mise jusqu'à la levée officielle de l'alerte. La prudence et le respect des consignes peuvent sauver des vies. Dans la suite des actualités, page faits divers, un Malagasy transportant 3 lingots d'or d'un poids total de 789 grammes a été interpellé hier à l'aéroport d'Ivat vers 17 h 30. Il prévoyait de prendre un vol Emirates à destination de Dubaï. Après les premières investigations menées par la police de l'air et des frontières ainsi que par le service des mines opérant au sein de l'aéroport d'Ivat, il a été constaté que ces 3 lingots d'or ne portaient aucun poisson émis par le ministère des Mines. L'enquête concernant ce contrebandier d'or se poursuit actuellement. Dans les informations de ce jour également, 17 nouveaux cas confirmés de la variole du singe ou Mpox ont été recensés à Madagascar jusqu'à la date du 19 janvier dernier. Le nombre total des cas de Mpox s'élève à 374 selon le rapport publié hier par le ministère de la Santé publique. Parmi ces cas, 263 sont des cas suspects tandis que 111 sont des cas confirmés. Les détails avec Felanara Coutorsoul. La vigilance de tous demeure indispensable face à la propagation actuelle de l'épidémie de Mpox dans le pays. Outre Mahadzing et d'autres régions, cette maladie se propage également dans la capitale Antananarivo. Elle touche non seulement les adultes, mais aussi les enfants. Le nombre de personnes atteintes du Mpox ne cesse d'augmenter jusqu'au 19 janvier 2026, selon les statistiques publiées hier par le ministère de la Santé publique, avec l'apparition de 17 nouveaux cas. Ces cas confirmés se répartissent comme suit: 10 à Mahadzing, 4 cas à Antananarivo, 2 cas trouvés à Matsins et 1 cas recensé à Tuliar. Au total, 103 tests ont été réalisés à Mahadzing et 116 pour les autres régions. Le taux de positivité des cas confirmés de Mpox a atteint 50,68% selon toujours les données du ministère de tutelle. La population est fortement encouragée, en particulier les personnes qui se déplacent souvent et celles qui utilisent les transports en commun, à porter un masque, à utiliser du gel hydroalcoolique ou de l'alcool lorsque cela est possible et à se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Il est également rappelé de respecter toutes les mesures barrières, notamment la distanciation physique d'au moins 1 mètre et les autres gestes de prévention afin de préserver la santé de tous sans exception. La vente de la pièce en or de 50 ariars par la Banque centrale de Madagascar est suspendue pour une durée indéterminée selon les informations publiées sur le site
Il est à rappeler que cette pièce en or d'un poids d'une once, soit 31,1 grammes, a été conçue à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'institution. Les détails avec Ruth Christelle Hakousmalal. La pièce en or de 50 arrières, d'une pureté de 24 carats et pesant 1 once, soit 31,1 grammes, est une monnaie commémorative émise par la Banque centrale de Madagascar pour marquer son 50e anniversaire en 2023, conformément au décret numéro 2023-560 du 17 mai 2023. Elle était mise en vente au prix de 12 millions d'ariars, soit 2 650 € ou encore 2 294 $, et toute personne intéressée pouvait en passer commande. L'or est considéré comme une valeur refuge, notamment en période d'instabilité économique, de hausse du coût de la vie ou de fluctuations monétaires. Contrairement à la monnaie fiduciaire, la valeur de l'or ne cesse d'augmenter et atteint actuellement 4 140 €, soit 4 850 $ l'once. Au-delà de sa valeur intrinsèque liée à son poids et à sa pureté, cette pièce en or émise par la Banque centrale présente de nombreux avantages. Elle symbolise la souveraineté nationale, constitue un moyen sûr de conservation de richesses et peut être facilement transmise aux générations futures. Cependant, la prise de commande est suspendue pour une durée indéterminée selon les informations disponibles sur le site de la Banque centrale. Les raisons exactes de cette suspension, ainsi que la situation des personnes ayant déjà passé commande, ne sont pas encore clairement connues à ce jour. Dans le reste des actualités locales, ces directeurs régionaux récemment nommés il y a à peine une semaine ont été déjà relevés de leurs fonctions. Est-ce dû à une erreur de casting ou en vue d'une affectation temporaire? Quoi qu'il en soit, il s'agit de décisions qui ont marqué le Conseil des ministres hier. Les détails avec Jean-Claude Ndjemalal. Le Conseil des ministres d'hier a pris plusieurs décisions concernant la nomination de hauts fonctionnaires. L'une des mesures les plus remarquées concerne les nominations de directeurs régionaux touchant plusieurs régions à travers le pays. Cependant, plusieurs nouvelles nominations dans la région sud-est ont été abrogées. Ces directeurs régionaux, en poste depuis environ une semaine seulement et ayant effectué légalement la passation des pouvoirs, ont été immédiatement relevés de leurs fonctions lors de ce Conseil des ministres. Ceux relevés de leurs fonctions ont été tous nommés dans la région Atimotsnanan, notamment le directeur régional de l'aménagement du territoire, le directeur régional de la population, le directeur régional de la jeunesse et des sports, le directeur régional de l'agriculture et de l'élevage, le directeur régional de l'eau, ainsi que le directeur régional des grands travaux. Aucune enquête préalable n'a-t-elle été menée avant leur nomination? Ces directeurs n'étaient-ils pas compétents pour leurs fonctions? Une semaine d'exercice était-elle suffisante pour évaluer leur travail? Si l'on analyse le Conseil des ministres d'hier, cette annulation résulte-t-elle d'une erreur de casting ou d'un manque de maturité dans la nomination de ces hauts fonctionnaires? Ont-ils été mis à l'épreuve professionnellement ou s'agit-il de raisons particulières et délicates ayant motivé leur révocation? Le colonel Patrick Arakout-Mamounz a été relevé de ses fonctions de directeur chargé des doléances au sein de la présidence de la refondation selon le rapport du Conseil des ministres d'hier. Il est notamment cité dans une affaire violence sur un tenancier d'un commerce situé aux alentours du portail de Lomi à Soavnanjin, fait qui s'est déroulé dans la nuit du 29 décembre 2025. Il est à noter que le colonel Patrick Arakout-Mamounz a été nommé à ce poste le 26 novembre dernier. Promouvoir les échanges et renforcer la participation des Malagasy de la diaspora au développement du pays à travers la mise en relation avec les autorités locales à Madagascar, tel est l'objectif du projet Connect Diaspora présenté lors d'un atelier organisé aujourd'hui à Anoussi. Le Forum et la FAC, Association et Fédération La Diaspora Malagasy, assurent la représentation de cette diaspora à Madagascar avec l'appui technique et financier du ministère des Affaires étrangères et de l'Union européenne. Les détails sur les images de Zahran Jansu. Le projet Connect Diaspora s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées par les associations de la diaspora visant à renforcer les liens entre les Malagasy vivant à l'étranger et les communautés locales à Madagascar.
Ce projet a pour vocation de consolider et de dynamiser les échanges ainsi que l'implication des Malagasy de la diaspora dans le développement national en les connectant aux autorités et aux acteurs institutionnels du pays. Actuellement en phase de mise en œuvre, il comprend notamment l'atelier tenu aujourd'hui à Anoussi, destiné à valoriser les échanges et à approfondir les actions en vue d'atteindre les objectifs fixés. Nous nous réunissons ici aujourd'hui pour aborder des questions fondamentales qui touchent la diaspora malagasy et pour tracer ensemble la voie d'une participation plus active et inclusive de nos concitoyens à l'étranger dans le développement de Madagascar. La participation globale de la diaspora est donc essentielle pour relever les défis actuels et futurs et nous devons travailler ensemble pour créer un cadre afin de mobiliser efficacement et valoriser notre diaspora. En effet, la diaspora malagasy est un pont vivant entre Madagascar et le reste du monde, contribuant non seulement par le transfert de fonds, mais aussi par la transmission de connaissances, d'innovations et de valeurs. En plus de Madagascar, 6 autres pays africains sont concernés par ce projet, lequel vise également à établir des liens avec les diasporas installés dans des pays tels que la France, l'Espagne ou encore le Canada. Pour Madagascar, la France constitue le principal pays cible en raison du nombre important de Malagasy qui y résident. Des organisations telles que le FORIM ou Forum des organisations de la solidarité internationale issues des migrations et la FAC assurent ainsi la représentation de ces diasporas à Madagascar dans le cadre des actions menées conjointement avec les autorités publiques. Le projet Connect Diaspora bénéficie d'un appui technique du ministère des Affaires étrangères et d'un financement de l'Union européenne. La mise en œuvre de l'augmentation de 14% des salaires des fonctionnaires semble avancer au ralenti, comme le dit le proverbe selon la plateforme des syndicats SVS. Le secrétaire général du SVS a rappelé au gouvernement que les fonctionnaires facilitent le développement, mais ce sont les salariés du secteur qui en constituent le véritable moteur. Reportage signé Senran Irland. La réunion du CNT, prévue le vendredi 16 janvier dernier, a été reportée à une date indéterminée. Le CNT au Conseil national du travail regroupe le gouvernement, les représentants des employeurs et des salariés et devait discuter de l'augmentation des salaires des employés du secteur privé. Selon Barsan Rakutmang, secrétaire général du SVS, le report est dû à l'absence de représentants du ministère des Finances qui n'avaient pas envoyé de notification préalable et à l'impossibilité pour les représentants des employeurs d'être présents. Les employeurs prévoient néanmoins de se réunir prochainement pour poursuivre les discussions. Le SVS a rappelé l'importance des salariés du secteur privé pour le développement. Il est à noter qu'en période d'augmentation salariale, le coût de la vie suit généralement cette hausse. Dans les actualités internationales de ce soir, devant le Forum économique mondial à Davos, Emmanuel Macron a eu des mots durs pour la diplomatie trumpiste, disant préférer le respect plutôt que les brutes ou la loi du plus fort face à des tensions à nouveau au plus haut en raison de la volonté américaine de s'emparer du Groenland et des menaces de taxes douanières accrues contre les États européens qui s'opposent. Il tente de jouer sur les codes disruptifs de son homologue. France 24. Les deux hommes ont échangé de nombreuses poignées de main appuyées. Mais aujourd'hui, les relations entre Emmanuel Macron et Donald Trump semblent bien mal en point. Lundi soir, le président américain a divulgué sur son réseau social ce qu'il a présenté comme un message privé de son homologue français. Mon ami, nous sommes totalement alignés sur la Syrie. Nous pouvons faire de grandes choses en Iran. Je ne comprends pas ce que tu fais au Groenland. Emmanuel Macron propose aussi d'organiser une réunion du G7 à Paris jeudi et se dit prêt, en marge de ce sommet, à inviter les Ukrainiens, les Danois, les Syriens et même les Russes. Avec ce message, authentifié par l'entourage du président français, Emmanuel Macron a visiblement voulu tenter un coup face aux tensions avec le président américain. Les accords commerciaux américains minent nos intérêts en termes d'export, exigent des concessions maximales et ont ouvertement pour but d'affaiblir et de subordonner l'Europe avec en plus une accumulation de nouveaux droits de douane qui sont fondamentalement inacceptables, d'autant plus quand ils sont utilisés comme levier contre la souveraineté territoriale. Face aux velléités d'annexion du Groenland de la part de Donald Trump, le chef de l'État français est monté en première ligne pour défendre la souveraineté du Danemark et du Groenland.
Il s'est aussi élevé contre les menaces douanières brandies par le président américain. Parallèlement, Paris a été le premier grand pays à dire non à l'invitation américaine à un Conseil de la paix, sorte de substitut de l'ONU, mais totalement à la main de Donald Trump. Ce dernier a réagi à ce refus en se moquant de son homologue français. Ah bon, il a dit ça? Eh bien personne ne le veut car il va bientôt quitter ses fonctions. Ce n'est pas grave. Pour rallier Emmanuel Macron à sa cause, le président américain l'a ensuite menacé d'une taxe de 200% sur les vins et les champagnes français. Un chantage qui montre que Donald Trump ne semble pas tout à fait prêt à lâcher sa relation avec la France. Dans le reste de l'actualité internationale, en RD Congo, l'AFC M23 s'est officiellement retiré du Vira, la deuxième ville du Sud Kivu. Le groupe rebelle avait lancé début décembre une offensive et pris le contrôle du Vira, alors que la RD Congo et le Rwanda venaient de signer un accord de paix sous l'égide des États-Unis. France 24. Les Wazalendo sont entrés dans la ville dimanche, suivis des forces armées congolaises, tous accueillis par des applaudissements des habitants. Des éléments de troupes circulent dans les quartiers, pas de commandants encore ni d'officiels. De nombreux tirs ont été entendus ce lundi matin. Des scènes de pillage ont été signalées, pillage de bâtiments publics, mais aussi d'hôtels et de dépôts. Alors sous la pression diplomatique, le M23 avait annoncé son retrait de la ville mi-décembre. Les dernières troupes rebelles ne se sont retirées que ces derniers jours. Dernière nouvelle de ces retraits, même s'il est présenté comme un respect, un acte de bonne foi dans le sens de dialogue, et ça pourrait être aussi ça, mais c'est peut-être aussi une façon de d'exposer les faiblesses du gouvernement, surtout si on n'arrive pas à gérer ou vivre après le retrait du M23, et donc d'expliquer une reprise future du M23. Selon plusieurs sources sécuritaires, les rebelles de l'AFC M23 conservent leur position autour d'Ouvira. De son côté, les responsables de l'AFC M23 dénoncent des scènes de chaos dans la ville. Alors à la mi-journée, un calme précaire régnait à Ouvira. Les commerçants ont ouvert leurs portes, les habitants circulaient en ville. Le grand défi désormais sera de sécuriser la ville et éviter une nouvelle spirale de violence. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.